Donc on discute depuis ce matin sur voilà, le statut de l'illustration, la manière de la faire, la manière de l'exposer, de la vendre parfois. Mais qui dit aussi exposer l'illustration, dit savoir à qui on s'adresse, à quel public, comment on fait pour accompagner ces présentations des illustrations par un discours, par des formes de médiation en fonction des publics. Et donc on va en discuter tous les trois, donc avec Anne Doranty de la Bibliothèque Robinson, Rebecca D'Outremer, illustratrice mais aussi créatrice d'un spectacle, La conférence ébouriffée, dont on va vous parler, qui est une manière de parler de ce métier d'illustrateur, d'illustratrice. Et puis on vous parlera un petit peu aussi côté Galerie Aubiard de ce qu'on fait dans ces expositions itinérantes qu'on évoquait ce matin et qui sont là pour accompagner justement la présentation d'illustrations originales avec différents supports, documents, qui essayent de les mettre en valeur, de les contextualiser. Je vais peut-être commencer en disant justement 2 mots de ces expositions, et puis comme ça je vous laisserai davantage la parole ensuite. Donc je vous le disais très rapidement ce matin, on est une galerie au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire qu'on propose à la vente des dessins, mais en fait ça c'est la face qu'on voit le plus de notre activité, mais la moitié du temps on fait aussi de la conception d'expositions qu'on ne va pas du tout présenter chez nous à Paris, mais qu'on va faire voyager un peu partout, dans des médiathèques, des centres culturels, pour donner à voir ces originaux, toujours des dessins originaux, dans tout type de lieux, à travers la France, l'Europe et parfois même au-delà. Donc ces expositions contiennent... alors vous avez eu le catalogue, on a profité, ce catalogue qui n'était que numérique, on a profité de ces 20 ans pour se payer le luxe d'en faire une version papier, qui sera collector et que vous avez entre les mains, mais vous les retrouvez sinon aussi dans la version numérique de notre site. Le principe de ces expositions, c'est de pouvoir proposer vraiment quelque chose qui soit clé en main à des acteurs culturels qui ont l'envie souvent de défendre l'illustration, mais pas forcément le temps ni les budgets pour le faire. Et donc on essaye de prolonger ce qu'on sait faire à la galerie dans une version qui peut voyager facilement. Donc c'est 20, 30 dessins, peintures, encadrés, qui voyagent dans des malles qu'on fait sur mesure, bien rembourrés pour que ça puisse voyager facilement. Et puis différents supports qui viennent accompagner ces images. Donc ça va de grands kakémonos qui présentent les artistes, leur évolution, la technique qu'ils utilisent, surtout quand c'est une technique particulière. Là par exemple, je vous montre des kakémonos de l'exposition de Raphaël Enjari et Olivier Filippono qui pratiquent l'illustration en gravure sur bois. Donc c'est une technique assez étonnante qu'on ne connaît pas forcément toujours. Et donc on va avoir ces documents avec des photos prises dans les coulisses de leur atelier qui vont vraiment documenter, essayer d'expliquer, de transmettre les secrets de cette technique, que l'on comprenne aussi comment cette image, qui paraît être une simple image imprimée, est en fait issue d'un processus de création complexe, particulier en tout cas. Et puis on essaye aussi toujours de mettre en valeur les thématiques qui peuvent se déceler à travers ces albums, ces illustrations, pour essayer de construire derrière des dialogues, des échanges avec les publics qui viennent les visiter sur des thèmes intéressants dans l'absolu et qu'on peut aborder à travers ces albums précisément. Les expositions s'accompagnent aussi toujours de petits livrets-jeux qui sont destinés avant tout à permettre une visite autonome des enfants dans les expositions, parce qu'il n'y a pas toujours un bibliothécaire, une médiathécaire qui est là pour les accompagner. Et donc ça permet, en les mettant tout simplement à disposition, d'aller dans l'exposition, d'aller regarder des détails dans les images. Tout ça est toujours fait pour inciter à observer, et à observer dans le détail. Donc c'est des jeux, certes, mais c'est des jeux qui ont pour but de faire voir et de donner à voir. Et ces expos sont vraiment pensés pour pouvoir s'adapter à tout type de lieu. Ce n'est pas forcément destiné à des grandes pièces blanches avec 40 mètres de simèse. Ça peut être le cas, et on est ravis quand c'est le cas, mais elles peuvent être accrochées plus modestement en fonction des lieux, sur des grilles pour certaines petites bibliothèques, dans des espaces de lecture, par exemple, comme ici cette exposition d'Ilia Green, dans le hall d'un théâtre, comme ici, avec cette exposition de Thomas Bass. Et puis parfois, il y a des grandes médiathèques qui ont des lieux d'exposition vraiment dédiés et où on peut là prévoir des accrochages plus amples et quitte à ramener aussi des objets, des choses en volume et prévoir des choses plus ambitieuses. Donc elles sont adaptables, ces expositions, pour pouvoir vraiment être répandues dans des lieux très variés. Jusqu'à parfois des musées. C'est bien que tu sois là, on avait pu monter ce projet aux Pays-Bas autour
des illustrations originales de Des souris et des hommes, illustrées par Rebecca. Et le centre culturel qui l'accueillait avait voulu confronter les images créées par Rebecca pour ce livre avec des photographes de l'époque, et notamment Walker Evans et Dorothy Lange, qui faisaient un peu partie des images que tu avais en tête pour faire ces images. Et donc il y avait à la fois les photographies en noir et blanc de ces grands photographes et les illustrations qui peuvent être faites. Donc des expositions qui voyagent et qui peuvent être vraiment protéiformes. Et parfois on travaille à la demande de structures avec qui nous passent des commandes sur vraiment la création d'expositions en fonction d'un thème qu'une structure peut nous demander. C'est le cas d'un certain nombre de bibliothèques, médiathèques départementales, dont celle du Nord-Pas-de-Calais, avec qui on a pu monter plusieurs projets, représentés ici par Anne Doranty. On va nous donner une thématique, par exemple le cirque, on avait monté cette expo ensemble, et on va aller chercher, nous, des illustrateurs, des illustratrices qui ont travaillé ce thème, rassembler les originaux, concevoir aussi tout l'encadrement et les supports dont je vous parlais tout à l'heure, pour qu'elles puissent ensuite être exploitées à l'échelle d'un territoire. Et du coup, je vous passe la parole, Anne, pour savoir comment ensuite ces expositions qu'on crée ensemble pour vous sont exploitées concrètement à l'échelle d'un territoire comme votre département. Alors, peut-être pour repartir sur cette exposition-là, c'est une thématique qui est souvent demandée dans les bibliothèques municipale. La thématique du cirque revient régulièrement. On a, nous, la chance aussi d'avoir sur le Touquet, donc qui appartient qui est dans le département du Pas-de-Calais, une école du cirque. Donc, du coup, tout ça fait que, comme on veut mettre les bibliothèques en réseau avec des partenaires extérieurs, on essaie d'apporter des outils qui puissent les aider à aller se chercher les uns les autres, à se fréquenter un petit peu plus, etc. Ce qui avait été assez super avec cette exposition-là, c'est qu'en fait... on a eu l'occasion de recevoir Vanessa Yé, donc au Touquet directement, et que les jeunes qui étaient invités à rencontrer Vanessa s'étaient amusés à reproduire les postures qu'elle avait mis dans ses images. Donc il y avait vraiment un échange entre les deux et c'était très très riche à ce niveau-là. Donc voilà, sur des thématiques comme ça, on a aussi la thématique de l'arbre, ça dépend du territoire. Donc c'est vraiment chez nous où on a cette demande-là. Il y a le festival de l'arbre tous les ans, donc on a voulu développer ça. Et sur nos expositions monographiques plutôt. Et c'était l'idée pour nous de parler d'illustration, mais dans tout le processus créatif, donc ce dont on a parlé déjà ce matin, c'est-à-dire que nos expositions ont des originaux ou des digigraphies, donc des multiples, mais toujours des croquis aussi. On y tient pour pouvoir justement montrer quel est le processus créatif et si possible aussi de voir une évolution du graphisme que peut avoir un illustrateur. Voilà. Parfois dans ces expositions, quand les artistes... en ont envie, ont les talents on va proposer des éléments en plus qui accompagnent ces originaux. Là, tu vois un exemple avec Raphaël Enjari et Olivier Filippono qui est autour de leur personnage de Cébulon qui était au cœur d'une exposition itinérante de leur travail qu'on propose. Ont imaginé ce jeu de mémoire en bois qui reprend leur personnage et à travers les 3 couleurs primaires qui est un des fils rouges de cette exposition. Autre exemple avec Rebecca à nouveau qui a pu créer, je vais même te laisser en parler, tu en parleras mieux que moi. Alors ça marche, oui. Eh bien, oui, on avait été invité à Périgueux. Je crois que le centre, c'était François Mitterrand, dans le cadre d'un salon qui était aussi une manifestation de bande dessinée à Bassillac, donc dans la périphérie de Périgueux. Et ils avaient demandé qu'on propose quelque chose au-delà de l'accrochage des cadres. Et alors, je ne sais plus du tout comment tout ça est venu, mais j'ai la chance d'avoir un papa charpentier à la retraite qui ne tient pas en place et je lui avais demandé de me faire un carrousel pour présenter un livre très particulier une toute petite seconde de Jacquemus Gainsborough où il y a 100 personnages dans une grande fresque et plutôt que de présenter ces 100 personnages l'un derrière les autres sur un mur, j'avais imaginé, vous savez comme les trucs des secrétaires là, quand on cherche dans les années 50 là, on va chercher les cartes de visite. Voilà, et je voulais un truc géant comme ça et j'ai dit à mon papa, tiens, tu me bricolerais pas un petit truc comme ça? Et il a passé 4 ou 5 mois à gratter des engrenages en bois à la main pour faire ce qu'on appelle le carrousel, ou j'appelle ça aussi la moulinette à poireaux. Mais bon, ça, c'est pas comme ça que c'est présenté dans la plaquette.
qui permet de faire tourner les images. Et puis, on avait créé aussi une radio, mais parce que le livre s'y prêtait, si vous voulez. On a enregistré toutes les voix du livre exposé, donc les 100 personnages. Et pendant tout un été, j'ai emmerdé toute ma famille pour enregistrer tout le monde. Chacun lisait un petit bout de texte. Et avec un ami et mon père aussi, on a créé cette radio que vous voyez, l'image qui est là. Et les gens tournent la manivelle en branchant. Voilà, bon. Et c'est vrai que ce sont des meubles déjà qui en eux-mêmes sont assez jolis, sont même très très jolis. Et c'est très décoratif, c'est beau, quoi. Et après, titre personnel, j'y suis beaucoup attachée parce que j'ai fait ça tout un été avec mon papa. Et ça met beaucoup en valeur le travail, ça met en valeur ce livre. Et puis, ce qui avait été commandé par ce centre culturel de Dordogne à Périgueux, finalement, a voyagé un peu. Alors, bon... simple à faire voyager. Ne les demandez quand même pas trop parce que c'est un peu lourd et voilà, moi je les ai prêtés très volontiers quelques fois. Bon, c'est un peu voilà. Et donc voilà, parfois il y a la création d'objets comme ça et puis les artistes peuvent évidemment intervenir quand ils le peuvent, quand ils le souhaitent dans le cadre de ces expositions qui voyagent pour faire des rencontres, des conférences, présenter leur travail. Et à force de le faire, toi particulièrement, tu as eu envie d'imaginer une manière de parler de ton travail complètement différente qu'une simple intervention devant des classes. Et c'est cette fameuse conférence ébouriffée dont on aimerait bien que tu nous parles un peu plus en détail. Comment est né ce projet et qu'est-ce que tu as cherché à y faire ? Alors, comme je me retrouvais souvent, comme nous tous, derrière ma petite bouteille d'eau et mon micro pour parler de ma vie, mon œuvre, j'ai commencé à m'apercevoir que déjà j'avais plaisir à parler à un public, ce qui n'était pas une évidence au début. C'est pas toujours facile de se retrouver sur scène avec un public. J'ai commencé à retrouver toujours les mêmes petites anecdotes que je racontais. Je voyais que ça faisait réagir les gens, ça les émouvait, ça les faisait rire, etc. Donc finalement, j'ai commencé à mettre en scène un peu ma parole. J'étais plus dans quelque chose de complètement documentaire, si vous voulez, mais je faisais un peu du cinéma. Je faisais comme maintenant, là, je faisais mon cinéma. Et avec un peu de plaisir, ça marchait pas mal. Et donc, je me suis dit, tiens, mais je pourrais théâtraliser franchement tout ça, assumer que c'est un spectacle et pouvoir parler de certains aspects de mon travail par image, en chantant une chanson, enfin n'importe quoi, enfin tout est possible. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, j'ai créé un spectacle, enfin j'ai imaginé ce qu'aurait pu être un spectacle autour de ce travail. Peut-être tu montres le teaser. Et j'avais aussi envie de travailler, j'avais des connaissances autour de moi, j'avais ma fille qui devenait costumière, j'avais 1000 raisons compréhensibles et moins compréhensibles de faire les choses. T'as un petit peu de son ou pas ? Voilà quelques images du spectacle. Et mon idée a été de créer donc une petite heure de spectacle où je viens effectivement pour faire une conférence exactement comme je le fais là, sauf que j'ai ce grand bureau là que vous voyez sur l'image qui est percé, mais on ne le voit pas. Et je dois interrompre la conférence très rapidement parce que je suis en retard pour finir un travail. Mon éditeur m'appelle, me gêne, il n'arrête pas de me gêner, il m'appelle. Et je dis aux gens, écoutez, donnez-moi 2 minutes, je vais finir ce que j'ai à faire. Et je me mets à dessiner et je m'interromps tout le temps pour expliquer au public, leur raconter des souvenirs d'enfance, mes états d'âme, mon questionnement sur ce que c'est que la création d'un personnage, le style, donner une âme à son personnage, etc., etc. Sachant que la base, c'est que ce bureau donc, est percé et au moment où je fais un crayonné, je m'énerve, ce qui n'est pas du tout improbable, ça m'est arrivé souvent de m'énerver, et je perce mon bureau et je disparais, comme vous l'avez perçu, c'est très sombre, hein, mais je disparais complètement dans mon bureau. Sous mon bureau, alors je vous spoil tout, hein, il y a mon partenaire sur scène, Luis Alberto Rodriguez, qui incarne ma créature, ma création. Et donc je le sors du bureau et au début il est tout mal foutu, tout gribouillé, comme vous le voyez là.
Et puis, j'essaye de lui donner vie. Au bout de mon crayon, j'essaye de le faire bouger, de le faire danser un peu. Enfin, et ça me permet de parler de l'acharnement au travail, de la recherche, de l'apprentissage du dessin. Il faut s'y mettre, il faut recommencer. Le dessin, c'est comme le piano. Il faut recommencer, faire ses gammes encore et encore, etc. etc. Et puis ensuite, le personnage est précisé, mais il n'a pas de style. Donc, je vais aussi évoquer ce que c'est que le style. Les gens demandent toujours aux artistes, comment avez-vous fait pour trouver votre style ? Et donc, j'essaye de répondre à la question. Je parle de la fameuse inspiration, ce qui est censé venir du ciel et qui n'existe pas et que personnellement, je n'ai jamais rencontré. Et donc voilà, et mon personnage sort, rentre, et à chaque fois, il a de nouveaux costumes et de nouveaux... Voilà. Jusqu'au moment de la fin du spectacle où je dis, bon, écoutez, maintenant, c'est le quart d'heure de sincérité, c'est maintenant. Ça fait toujours un peu peur, mais maintenant, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Et puis, je repars sur d'autres considérations. Et voilà, ce spectacle donc, qui tourne depuis 3 ans maintenant, je crois, qui avait été initié au départ par le Salon du Livre de Troyes, parce qu'ils avaient l'habitude de faire un spectacle aux personnes qui avaient été lauréates du prix Chrétien de Troyes. Et quand j'ai entendu dire ça, je leur ai dit « Attendez, non, c'est moi qui fais le spectacle de mon livre. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse. » Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et je reconnais que ce spectacle est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais, puisqu'on maintenant on se déplace avec une équipe de 5 personnes. Donc mon partenaire sur scène, mais un technicien lumière, son et costume. Parce que moi, j'arrive pas à tout faire, parce que souvent, je fais ce spectacle dans le cadre de salons ou de manifestations autour du livre. Et donc, à la fin du spectacle, je dois faire des dédicaces, puis de rencontrer des classes, puis enfin bon, bref, c'est un peu infernal. C'est très gai aussi. Et voilà, donc ça a pris de l'ampleur. Et on avait tout fait aussi pour mettre en place ce truc... pour qu'il soit comme vous pour les expositions autonomes dans des lieux plus ou moins professionnels pour le spectacle vivant. Mais de fait, on est très souvent invité au théâtre, même dans des scènes nationales des fois. Et au début, je pensais jouer devant quelques dizaines de personnes. Et plus ça va, plus on se retrouve dans les théâtres avec 500 personnes dans le public. Bon, quand les gens viennent. Voilà, on a fait une 50aine de représentations. En plus de mon travail, donc je le fais raisonnablement. Ceci dit, je suis en train d'imaginer un autre spectacle. Mais voilà. Je ne sais pas, je ne veux pas être trop longue. Sur toutes ces questions de transmission, se pose souvent la question à qui et vers quel public on se dirige. Anne, ces expositions d'illustration que vous faites vivre à l'échelle du département, comment vous les travaillez avec les différents publics ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, moi, personnellement, je ne travaille pas avec du public, puisque en médiathèque départementale, on est là pour faire de la formation de bénévoles, de bibliothécaires et autres. Alors, il y a des pros dans les bibliothèques qui savent déjà faire plein de choses et qui n'ont pas besoin de nous. Et puis après, il y a les petites bibliothèques où on leur met vraiment le pied à l'étrier, parce qu'en fait, ils sont ancrés dans la lecture des textes et ils ont oublié un peu l'image. Mais c'est un peu le lot de tous les adultes, je dirais, qui deviennent délettrés et qui oublient l'image. Donc du coup, on retravaille à partir des livres, on fait relire tous les livres avec ces personnes-là, et puis on essaie de les inscrire dans des manifestations plus larges, telles que le Printemps des poètes ou Partir en livre, etc. Et on imagine avec eux des actions culturelles. Alors souvent, c'est dessiné à la manière d'eux, dont j'ai horreur, mais bon, c'est comme ça. Essayer d'avoir une approche sensible des images, en fait. Donc, par exemple, on peut inviter un musicien pour créer une bande sonore, on peut avoir une proposition de théâtre, de théâtralisation à partir d'une image. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on essaye de faire, toujours pareil, pour ces bénévoles, futurs médiateurs dans un premier temps, mais on les accompagne jusqu'avec le public. Mais nous, on vise un public familial, c'est qu'on essaye de ne pas limiter l'âge. C'est vrai que j'ai oublié de commencer par le commencement. Est-ce que vous pouviez quand même nous dire 2 mots sur ce qu'est la Bibliothèque Robinson exactement ? Parce que j'ai tout simplement oublié de faire ça. Voilà. Donc la Bibliothèque Robinson, c'est un service qui a une dizaine d'années maintenant, qui est né d'un partenariat entre l'Université d'Artois, où il y a des chercheurs en littérature de jeunesse qui font en particulier les cahiers Robinson, c'est pour ça qu'on s'appelle Bibliothèque Robinson, et le conseil départemental du Pas-de-Calais, où en fait il n'y a plus de formation autour de la littérature de jeunesse pour les bibliothécaires. On s'est aperçu d'un gros déficit.
cite, bibliothécaire qui n'aime que les livres à paillettes, voilà, il faut peut-être passer un petit peu à autre chose. Et donc on avait décidé de remettre quelque chose en forme pour des médiateurs, enfin pour des futurs médiateurs. On a la chance d'être au carrefour des bibliothécaires qui viennent se former avec la médiathèque départementale, mais à côté de moi j'ai aussi l'INSPE, donc la formation des enseignants. J'ai au niveau universitaire des jeunes qui vont travailler de la scénographie, des études de lettres, etc. Et j'ai en plus de l'autre côté, puisque on est au centre d'un carré, l'atelier Canopée, donc c'est le CRDP, ex-CRDP, donc centre de ressources pour les enseignants. Donc voilà, on a une manne de gens qui s'intéressent à la littérature de jeunesse, mais qui la voient un peu en surface ou en consommateur. Donc nous, on s'oblige à aller un peu plus loin, donc vraiment à ce qu'il se fasse d'abord qu'il retravaille sur l'analyse de l'image, de savoir la critiquer, et puis oui, de se faire leur propre échelle de valeur. Parce que moi, j'aime pas les livres à paillettes, mais je conçois qu'il y ait des gens qui aiment les livres à paillettes. Mais ce que je veux, c'est qu'ils ne restent pas que sur ça. Voilà. Donc ça passe notamment, vous leur mettez à disposition énormément de ressources, d'une part. Oui, du bon et du moins bon. C'est ce que, et je tiens, moi, à mettre du moins bon, justement, pour leur montrer justement cette différence entre ce qui est purement alimentaire et qui n'a pas vraiment de sens dans une bibliothèque et qu'en principe, on ne doit pas trouver, et ce qui est quand même plutôt de l'ordre vraiment de l'art, finalement. Donc avec des artistes à part entière. Comment tu fais, toi, Rebecca, dans le spectacle, pour essayer de t'adresser aux enfants, qui sont en partie lecteurs de cet album, mais pas que, et aussi aux adultes, d'essayer... Est-ce que tu as pensé différents niveaux de lecture dans ton spectacle pour qu'il soit réellement tout public? Parce que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Moi, je l'ai vu au tout début avec des enfants, et tout le monde en est ressorti en jouet, et tout le monde y a trouvé quelque chose. Et je me demandais comment tu avais construit ça pour aboutir à ça. Alors, c'est vrai que pendant le spectacle, donc, comme je vous disais, je prends la parole, je suis la seule à parler, ma créature est tout à fait muette, et donc je parle quasiment sans interruption, enfin, sans beaucoup d'interruptions pendant presque 1 heure, toute seule. Et le langage est assez soutenu. Ce n'est pas du tout un spectacle pour enfants, c'est un spectacle familial. Et je ne me prive pas de vocabulaire, un peu comme je fais dans mes livres, en fait, de aucun vocabulaire, aucune considération, etc. Voilà. Mais j'essaye de raconter les choses de façon imagée. Il faut que je trouve un exemple qui m'échappe, évidemment. Mais enfin, tout est comme ça. J'essaye d'expliquer le sentiment, par exemple, de grande joie que j'ai quand j'ai l'impression d'avoir fait un bon dessin. Alors j'explique que c'est un soulagement incroyable, que je fais une pause, que je m'offre un petit goûter, que je me fais des petits cadeaux, etc. Donc j'essaye d'imaginer ça comme ça, mais je le dis de façon très... dans un langage assez soutenu, enfin normal, quoi. Et j'ai voulu rythmer le spectacle en créant des tableaux visuels théâtraux qui permettent de capter, surtout de tenir les enfants, mais les adultes aussi, ceci dit, de maintenir leur attention, parce qu'ils savent que du bureau vont sortir des créatures, des choses bizarres et assez surprenantes. C'est plutôt, enfin, tu me dis si c'est ton impression. Donc, même s'il y a des petits moments peut-être un peu plus longs pour les enfants, je le sais très bien, avec des considérations dont on pourrait aller un petit peu plus vite pour eux, comme ils savent pas trop ce qui va sortir du bureau, ils attendent un peu. Attendons de voir la suite. Elle va finir par s'arrêter de parler, puis ça va recommencer. Et je crois que quand même, très franchement, je suis assez contente parce que ça marche bien. On a fait le spectacle donc une 50aine de fois, et des fois donc du tout public, familial, avec des fois une majorité d'adultes presque. Voilà. Et puis parfois des rencontres purement scolaires. Donc on propose le spectacle à partir de 8 ans en tout public, parce que les gens ils amènent toujours des enfants plus petits. Donc on a déjà eu des spectateurs de 5 ans, même 4 ans. Bon, en dessous là, ça va vraiment pas du tout. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on a déjà eu des rencontres scolaires avec jusqu'à 300, même 400 enfants, je crois. Et je vous avoue que quand les directeurs de théâtre me disaient, voilà, ils étaient tout contents. Nous avons 400 enfants ce matin. Je dis, mais attendez, les premières fois, je me suis dit, vous êtes fous, jamais je tiendrai 400 enfants. Et on n'a jamais eu aucun problème. Mais vraiment aucun.
On n'a jamais... Si, le seul fois où ça a débordé, c'était les premières fois où les choses n'étaient pas encore très carrées. On avait beaucoup de classes de CE1, CE2, on avait 200, 250 enfants à 3, c'était vraiment le début. Et il y a un moment où on danse, on chante, etc. Et les enfants étaient tellement dedans, dans la musique et le chant, ils se levaient, ils étaient mais vraiment à fond, quoi. Et du coup, je ne pouvais plus en placer une. et on riait tellement, nous, sur scène, qu'il y a un moment, j'ai sauté un bout, puis bon, bref. Mais maintenant, on mesure un peu ce qui se passe. Et puis voilà, on a un peu plus d'expérience et on contrôle plus. Mais voilà, ce passage du visuel au texte permet de toujours tenir les gamins. Voilà. Et puis après, dont je n'ai pas du tout parlé et qui était en fait ta question, c'est que moi, mon but, c'est de partager, c'est ce que je dis à la fin, au début, je parle de mon métier et de partager l'immense plaisir que j'ai à créer des choses voilà, j'invite les gens à essayer et à les décomplexer aussi autour de ça. C'est un du point de mon truc, c'est de dire voilà, bon, l'inspiration, je sais pas ce que c'est, le talent, je sais pas, les machins, le génie, je parle est-ce que les gens ont du génie ou n'en ont pas. Je raconte toute une histoire avec une histoire de petit génie, un souvenir d'enfance où j'ai été, bref. Et voilà, je parle de ce souvenir d'enfance où on m'avait demandé de colorier un petit canard. Je dis un foutu petit canard qui me regardait du coin de l'œil d'un air mauvais. Et la maîtresse nous avait demandé de colorier et j'avais eu l'idée de génie. Donc moi, je parle de mon petit génie comme un vrai petit personnage qui m'a accompagné toute ma vie, au début de ma vie. Et qui me souffle, et c'est vrai, hein, tout ce que je raconte est vrai, et qui me souffle, il me dit, tu sais, t'épaterais vachement plus la galerie si tu arrivais à colorier ce canard sans dépasser, puisque la règle des règles, c'est qu'en coloriage, tu feras, jamais dépasser ne devra. Ok ? Et le génie me dit, tu devrais le faire, mais sans regarder. Ce sera beaucoup plus intéressant. Si tu colories comme ça, tu dépasses pas, mais tu regardes pas, tu prends un air blasé, tu regardes par la fenêtre, tu vas voir, tu vas mettre tout le monde d'accord, toute l'école va t'admirer. Alors là, j'explique, oui, ça m'intéressait beaucoup d'avoir l'admiration de toute la classe. Je commence à faire ce que le génie me demande et évidemment, j'en fous partout. Toute la classe se fiche de moi et je suis horriblement humiliée. J'appelle mon petit génie pour me venir à mon secours, mais là, mon génie, il s'est barré, il s'est fait la malle et je ne l'ai jamais revu, mon génie, depuis ce jour-là. Et donc, j'explique comme ça aux gens que finalement, je me suis passée de mon génie. Par contre, j'ai trouvé dans ma poche mon sale petit caractère qui m'a dit « Tu te remets au boulot, tu ne vas pas lâcher l'affaire, pas question de se faire marcher sur les pieds, pas question qu'on se moque de toi, tu te remets au boulot. » Et donc, voilà, j'explique les choses comme ça. Je vais un peu vite, pardon. Mais donc voilà, des petites histoires. Et donc ce petit canard, j'ai fini par réussir à le colorier à peu près correctement. Et donc je dessine. Voilà, c'est pas un spectacle où je dessine. On me demande souvent, tu dessines sur scène. Il y a beaucoup de concerts dessinés. C'est des choses qui se font souvent. Peut-être que vous-même, vous avez déjà organisé des choses comme ça. Non, mais j'ai préféré faire autre chose. Donc je dessine simplement un mauvais petit canard, un méchant petit canard. Et le reste, c'est des images, plus de costumes, etc. J'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Je pense que cette anecdote, justement, elle parle à tout le monde, quoi. Au moment où tu la joues dans le spectacle, les enfants s'y projettent complètement parce qu'ils sont en plein dedans, cette histoire du coloriage, et puis tous les adultes s'y reconnaissent d'une manière ou d'une autre, quoi, sur ce qui s'y joue. Donc c'est un bon exemple, je trouve. Oui, non, c'est ça. Et puis j'essaye de faire des petits clins d'œil, évidemment, aux adultes pour toujours essayer de faire rire à un moment. Voilà, il suffit d'un petit... j'ai l'impression, d'un petit moment de sympathie et d'amusement pour telle ou telle personne dans le public, et hop, ça permet de tenir encore quelques instants, d'avoir envie d'avoir la suite. Et moi, je suis plutôt j'ai l'impression que ça marche bien. Il faudrait demander aux gens qui l'ont vu. Voilà. Mais toi, tu l'as vu au tout début et on a progressé depuis. Déjà, on a une fin qui est un peu plus solide. Anne, dans les actions de formation que vous menez, ça fait partie de vos missions. À quel public vous essayez de sensibiliser les personnes que vous formez ? Est-ce que c'est vraiment uniquement un focus sur le jeune public, ou est-ce que vous essayez un peu plus largement de leur faire passer l'idée que cette illustration, elle peut vraiment parler à tout le monde et toucher tout le monde ? Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, en fait, on joue avec le côté séduction, tout simplement. Des images, il y a des images qui sont quand même séduisantes. Je pense à Sensung qui arrive toujours avec ses broderies à séduire les personnes, mais aussi Rebecca, de toute façon, qui arrive à séduire avec ses images qui sont quand même particulières. Je ne fais pas de focus sur un âge particulier. L'idée, elle est plutôt de montrer que être illustrateur, c'est un métier, c'est pas n'importe quoi. Et puis
de montrer qu'en fait il y a un univers vraiment qui est spécifique à l'illustrateur, un peu comme chez les artistes, les grands peintres, etc. Enfin, on reconnaît un Watteau, on reconnaît un Matisse. Et ben chez les illustrateurs, c'est la même chose. Il faut parfois la désacraliser, l'illustration. Il faut parfois la remettre en avant parce qu'elle a été oubliée derrière les mots. Donc c'est tout ce travail-là que l'on fait, en fait. Mais moi, je pars des livres, souvent. Ouais, c'était ma question suivante, voilà. Justement, c'est à quel point le point d'entrée reste encore beaucoup le livre pour ensuite amener... Voilà. En fait, ce sont des bibliothécaires, la plupart des personnes que j'ai avec moi, ou des futurs enseignants, donc ils partent toujours du livre. L'idée, c'est vraiment de leur montrer la production éditoriale, et puis à partir de là, de voir un peu quelles sont les spécificités d'un auteur ou d'un illustrateur. Voilà. C'est un peu notre marge de manœuvre. Et donc ensuite, on s'appuie bien sûr sur les expositions, et on utilise beaucoup les parcours pédagogiques qui sont créés par la Galerie Robillard, parce que c'est aussi une manière pour les futurs médiateurs d'être rassurés. Ils vont pouvoir dire des choses parce qu'ils ont ça aussi comme support, sans se tromper. Donc ça leur fait du bien. Et puis après, on essaye d'aller au-delà, donc toujours en faisant des rencontres directement avec les illustrateurs. Ils sont invités chez nous, donc ça permet, souvent c'est une petite interview, et puis après on demande, mais ça c'est assez classique, de montrer. Donc là, ce qui était intéressant avec Laurent, c'est qu'il nous a fait un dessin sur place, et en fait il est complètement dans son image. On n'existe plus. Il se raconte son histoire, et il revit après, bien sûr. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire aussi, puisque l'idée c'est quand même aussi de montrer que c'est intéressant, enfin ce ne sont pas des objets, on est presque dans le musée en fait. Moi je ne veux pas non plus que les images qu'on propose elles soient accrochées dans la salle des fêtes pour le goûter des aînés à la fin de l'année. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt pour moi, puisque l'idée est tout le temps aussi de faire le lien avec le livre et l'objet culturel. Donc on invite aussi nos futurs, nos médiateurs à travailler une scénographie. Donc elle est plus ou moins élaborée, mais c'est vraiment l'idée de travailler une scénographie. Bon, là... Voilà, c'est trop vite. Alors ça, c'est un peu classique sur des grilles. Ça n'a pas vraiment de sens, donc on essaye de leur dire essayez de travailler en mettant un peu plus d'objets. L'image justement, c'était en fait avec Martin justement, on devait avoir un petit déjeuner Robinson, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les petits déj de Robinson. Mais c'est tombé au moment de la Covid, donc du coup on a fait ça comme ça, de très loin, chacun dans son coin, pour essayer de parler de l'exposition que l'on avait. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre comme image là, c'est avec Sacha Poliakova, qui elle aussi a fait un spectacle. Elle a arrêté de faire de l'illustration, si je ne me trompe pas, et maintenant elle fait des spectacles de marionnettes. Donc du coup, on a eu l'occasion aussi de valoriser le travail de marionnettes, de spectacle qu'elle faisait. Elle a été ensuite réinvitée dans les structures du Pas-de-Calais pour monter son spectacle en parallèle de son exposition, ce qui nous met vraiment dans un univers en fait. Et c'est vraiment là-dessus que moi je travaille. Je pense que vous êtes d'accord toutes les deux pour dire que cette illustration dite jeunesse ne s'adresse pas forcément principalement aux enfants. Et je fais semblant de ne pas savoir la réponse, mais pour le coup, dans ta manière de concevoir tes livres, tu ne te penses pas à un public précis. Tu fais des livres d'images. À chaque fois, comme je savais qu'on allait en reparler, je me dis mais qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Je pense qu'il y a peut-être que si on se dit qu'on fait des livres spécifiquement pour les enfants, ça va être vraiment la tout petite enfance, je dirais jusqu'à 3 ans, 4 ans, allez, même pas 4 ans, 3 ans. Mais au-delà, comme s'il y avait une barrière évidemment pas nette, c'est évidemment pas le cas, mais au-delà, ce sont des livres pour les gens, quoi. Je n'arrive pas du tout à... Voilà, cette année, moi, j'ai travaillé vraiment un livre pour les tout petits, donc j'ai vraiment considéré le public, parce que c'était un de mes objectifs, c'est très intéressant. Mais sinon, oui, je me dis que ce sont des livres pour la famille et pour les adultes. Et je constate que de toute façon, dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'autres illustrateurs, les livres sont achetés et lus et appréciés, j'espère, ou pas appréciés d'ailleurs, mais par des adultes aussi. Et voilà, c'est Mais oui, et alors un truc que je dis dans mon spectacle, par contre, je zigzague, mais dans mon spectacle, je raconte le plaisir, moi, que j'avais enfant à écouter précisément des histoires qu'on ne me racontait pas,
des histoires que j'écoutais comme ça sans faire exprès, des histoires que je comprenais qu'à moitié. Comme par exemple la conversation des grands autour du café. Donc c'est ça que j'explique. Alors les grands, alors je raconte un moment où j'avais effectivement, c'est vrai, un souvenir d'enfance que j'ai d'adultes qui disaient des choses incroyables. Elle est tombée de la falaise, les gendarmes sont venus. Voilà. Alors ça parle d'histoires d'adultes, quoi. Il y a du sexe, il y a de la mort, il y a de l'argent, il y a de l'amour, etc. Alors ça m'intéressait beaucoup. Et donc je sais qu'on aime bien ne pas tout comprendre, on aime bien savoir qu'il y a quelque chose un peu... On va avoir accès à ça en grandissant, mais on n'a pas encore toutes les clés pour comprendre. Mais c'est ça qui donne envie d'en savoir plus. Et donc je me dis qu'avec ça, ça permet d'ouvrir, enfin de nous, auteurs de livres pour soi-disant destinés aux enfants, ça permet d'ouvrir plein de portes et de mettre des jalons comme ça, puis ça va tirer les enfants vers le haut, quoi. Et ça m'arrange bien parce que ça me permet de parler de tout ça, justement. En tout cas, moi, c'est ma proposition. Évidemment, il en faut d'autres, mais voilà, en tant que ex-enfant attiré par les histoires des grands, je me prive de rien en tant qu'auteur de livre aujourd'hui. Ouais. Alors que moi, à l'inverse, en fait, c'est pour redonner une image de marque à la littérature, enfin à l'illustration de livres pour la jeunesse, je m'adresse aux adultes en leur demandant de se rappeler de leur enfance. Et donc c'est encore cette histoire de séduction, en fait. On est dans le processus inverse, mais on est de l'autre côté de la barrière, hein, je ne suis pas dans la création. Mais c'est un peu la même chose. Au final, on peut en conclure que ça m'a toujours... en même temps, c'est vrai, quand on me dit « vous avez gardé votre âme d'enfant », je comprends la question et la remarque. Mais à chaque fois, j'ai envie de dire « mais pas du tout, moi j'ai mon âme d'enfant, c'est juste moi, je suis moi-même, je suis la même personne. Oui, les années ont passé, mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu mes goûts. C'est peut-être ça, garder son âme d'enfant, mais bon. Mais je suis définitivement pas une enfant, je le sais très bien. Donc, et pourtant, j'ai encore le goût de certaines choses, etc. Donc, c'est juste que peut-être qu'il y a des adultes qui s'interdisent des choses, mais ouais. Du lâcher-prise chez les adultes. Ouais, c'est plus ça en fait. C'est plus un handicap chez les adultes qu'un manque de connaissances chez les enfants, je dirais. Et puis après, il y a autre chose de complètement passionnant, c'est d'arriver, enfin là je dévie peut-être trop, mais cette envie qu'on a de raconter des histoires avec de l'image et du texte, comme au théâtre justement. Et c'est ça l'illustration, et c'est ça qui est passionnant. Et c'est indépendamment du fait que les lecteurs ont 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 30 ans. Ça, c'est autre chose. Et que les gens comprennent bien que l'image, raconter des histoires avec des images, c'est une matière très particulière, et des images et des mots ensemble, c'est encore quelque chose de particulier, et qu'il ne faut pas avoir peur des images dans les livres. C'est pas moins bien, c'est autre chose, c'est tout, etc., etc. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais c'est ça qui me passionne aujourd'hui, et c'est ça que j'aime bien partager. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression de devoir beaucoup batailler pour faire percevoir l'album de cette manière-là auprès des personnes que vous formez ou à qui vous proposez des choses, où il y a assez quand même spontanément une approche un peu décloisonnée de l'album jeunesse dans les différentes médiathèques de tailles diverses avec qui vous pouvez collaborer? Alors, batailler, pas vraiment, parce que ce sont des médiateurs du livre, donc il n'y a pas vraiment de bataille à mener. Non, d'une manière générale, on arrive quand même assez facilement à convaincre et à montrer. Et puis, on fait du ludique, donc du coup, les gens sont intéressés pour venir. Et puis, voilà, petit à petit, on rentre dans le détail, on rentre dans l'analyse de l'image. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Mais c'est pas vraiment une bataille. Par contre, j'ai l'impression, oui, de refaire ce que je faisais il y a 20 ans quand j'étais en bibliothèque, dans la découverte des choses, où voilà, on redécouvre encore des nouveautés, des nouveaux illustrateurs, etc. Est-ce que vous avez des questions, des remarques que vous avez envie de faire par rapport à tout ce qu'on s'est dit là? Merci. Bonjour. Alors, c'était juste pour compléter un peu ce que Rebecca disait. Et je vais parler en tant que bibliothécaire. Et en effet, pour les adultes, quand je suis au rayon souvent album, ils ont vraiment un recul. Ça c'est pour les bébés. Prends un roman, prends autre chose. Et quand je fais des inscriptions ou des familles qui viennent,
Je dis toujours que ce sont des livres idéaux pour la lecture du soir et pour toute la famille. Et parfois, ça m'est même déjà arrivé de conseiller un album spécialement pour la maman ou le papa et de les lire ensemble. Et quand ils se prennent au jeu, ils reviennent mais ravis d'avoir partagé un moment avec leur enfant et surtout d'avoir reçu, eux, quelque chose qu'ils ont compris. Et en tout cas, merci à des auteurs de penser à tout le monde quand ils font leur livre. Donc voilà, c'était juste pour remercier les illustrateurs et les auteurs. Mais nous, on a des retours en dédicace. Alors, bon, moi j'ai des retours qui me concernent, mais je ne pense vraiment pas être la seule. Mais je sais que depuis que j'ai travaillé cette série avec le personnage de Jacominus, j'ai des retours. Moi, je voulais faire, notamment le premier de la série qui s'appelle Les riches heures de Jacominus. Bon, bref, vous verrez le livre. Mais je voulais faire un livre familial en évoquant les grandes questions de la vie, etc. C'était aussi large que ça. Et j'imaginais la mère, le père, n'importe, un adulte, lisant avec l'enfant, éprouvant lui-même des émotions par rapport à sa propre vie et ayant envie d'entamer un dialogue avec son enfant sur tel ou tel sujet, sur la mort de la grand-mère, sur n'importe quoi. Enfin. Et j'avais vraiment cette intention très claire, c'était très clair dans mon esprit. Et je suis contente parce que pour certaines personnes, évidemment, en dédicace, le problème c'est qu'on ne voit que les gens contents. Les gens pas contents ne se dérangent pas. Mais enfin, bref, j'ai quand même vu quelques personnes qui avaient l'air assez contentes. et ça a marché, quoi. Et puis des adultes qui effectivement étaient très émus eux-mêmes de leur lecture pour eux-mêmes. Le nombre de personnes qui sont venues à propos des rigeurs devant la table de dédicace et qui se sont mis à pleurer, vous n'imaginez pas. Ça m'arrive tout le temps. Ce week-end, je vais en voir plein. Des dames qui arrivent qui se mettent à pleurer parce qu'elles ont été émues par le livre à titre personnel, quoi. Donc c'est bien quand même que... Je pense que c'est quelque chose qui change un peu du fait aussi d'un peu de l'ouverture du regard des adultes sur... peut-être ce qu'on appelle le roman graphique, enfin tout ce qui est officiellement destiné aux adultes. On se détend un peu par rapport à l'image dans le livre. On a compris que c'était pas que un livre moindre, un livre, voilà. Moi, je trouve que, enfin là, vous dites qu'il n'y a pas de bataille à mener, mais pourtant, voilà, c'est ce que vous disiez. Un enfant qui lit un livre avec des images, on l'entend tout le temps. Il lit ton fils, il lit que de la BD. Alors, ok, je comprends qu'on ait envie aussi de lire des romans. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Mais c'est comme si vraiment c'était un livre moins intéressant. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible pour moi. C'est comme si on disait, il lit ton livre. Ah non, il ne va qu'au théâtre. Ça n'a juste rien à voir, quoi, en fait. C'est aussi différent. C'est aussi différent un livre illustré qu'un livre non illustré. Mais voilà, je pense que les choses changent avec cet accès maintenant qu'on a à la bande au roman graphique, etc. J'ai l'impression que ça s'ouvre un peu quand même. Les gens s'y mettent tout doucement. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait Madame sur le rapport, le temps de partage finalement, le temps de lecture commun entre les parents et les enfants, enfin le rapport à la littérature jeunesse. Je trouve que finalement la littérature en scène, enfin ce que vous proposez avec la conférence ébouriffée, enfin toutes les formes de spectacle, d'adaptation en scène, ça permet ça aussi. C'est aussi on emmène rarement un enfant, on laisse rarement un enfant seul face à un spectacle qui lui serait dédié, on l'accompagne. Et du coup, ces temps-là, c'est vraiment aussi des temps de partage et qui permettent ensuite, après, de déborder sur les livres. Et je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous remercier de m'avoir fait pleurer sur des souris et des hommes. Car je trouve que là, on a un volume, on a 2 chefs-d'œuvre magnifiques. Et autant j'aime beaucoup et je partage avec les enfants Giacomino, autant je trouve que vous avez vraiment trouvé l'adéquation parfaite avec le texte des souris et des hommes. Il y a Steinbeck aussi, un petit peu, dans l'histoire. Mais vous êtes dû vous en faire une bonne part de vos pleurs, quand même. Merci. D'autres questions? Je sais plus. Non, par là, oui.
pour votre spectacle. Est-ce que et comment votre éditeur vous accompagne? J'ai vu que sur l'affiche, il y a mention des éditions Sarbacane. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai de très bonnes relations avec Sarbacane, et au départ, si vous voulez, comment dire ça simplement, le personnage que je crée sur scène, donc qui est mon prétexte à parler de mon travail, il finit en Jacominus. C'est-à-dire qu'il finit avec son petit gilet bleu, ses petites guêtres et machin. Et puis je lui fais 2 petites couettes à mon partenaire, et puis je parle de mon lapin d'enfance, etc. Mais je ne le nomme pas, ça n'est pas l'histoire de Jacominus. C'est juste une petite allusion qui fait que si les gens connaissent le personnage, c'est bien pour les enfants, parce qu'ils disent ah mais bon, puis ils ont l'impression de comprendre quelque chose, ils sont contents. Si les gens n'en ont jamais entendu parler, ça n'a aucune importance. Donc je ne pouvais pas ne pas voilà. Et au début ça s'appelait Jacominus et moi, ou la conférence ébouriffée. Et en fait j'ai appelé ça juste la conférence ébouriffée, parce que je parle pas de Jacominus et je voulais pas décevoir les gens par rapport à ça. Et donc, je ne pouvais pas non plus ne pas associer Sarbacane, qui en plus, moi, je ne fais aucun travail de promotion de ce spectacle. Je ne cherche pas de jouer plus que ça, puisqu'encore une fois, j'en ai pas beaucoup de temps. Mais l'attachée de presse de Sarbacane, c'est elle qui fait ma tourneuse, si vous voulez. Donc, quand je suis invitée dans une bibliothèque, etc., elle dit, si vous voulez, elle a un spectacle. Donc, voilà, ils prennent parti dans ce sens-là. Mais sinon, ils n'ont pas financé, ils m'ont pas aidé, ils n'ont pas écrit, ils n'ont rien fait. Un jour, je leur ai dit, je fais ça, puis voilà quoi. Mais ils me soutiennent en parlant, et puis parce qu'on est partenaire de toute façon dans toute l'aventure, voilà. Mais là je suis en train de préparer un nouveau spectacle autour du livre que j'ai fait chez eux pardon, Une chose formidable, dans la série de Jacominus, qui est un livre où il y avait un CD, où il y a un CD, enfin un CD, une composition sonore, etc. Et on a envie de faire une proposition sur scène de ce livre-là. Et là, ça sera vraiment la version en scène de cet album de Sarbacane. Donc là, même je vais avoir les droits de Sarbacane pour faire cette chose, mais ils ne me soutiennent pas autrement que moralement, ce qui est déjà pas mal. Et on devrait pouvoir proposer ce spectacle. Donc je serai conteuse de mon propre texte, comme je le suis dans l'album, et accompagnée de 2 musiciens, un accordéoniste et un batteur, avec une forme un petit peu plus légère que cet autre spectacle, mais pas tellement plus légère en fait. C'est quand même difficile. Faire trop léger, on finit par plus rien faire du tout. Mais voilà. Donc normalement, on joue en mars au 3 Baudets à Paris. Et après, on a quelques dates déjà. Voilà. Et là, on sera vraiment sur le livre. Mais c'est vrai que quand le spectacle se passe bien, je suis trop bavarde, pardon. Mais c'est une joie incroyable d'avoir les gamins à la fin qui s'approchent de la scène comme ça, puis qui j'ai reconnu, c'est Jacominus. Mais il y a quoi sous le bureau? Ils sont super contents, quoi. C'est pour ça que je le fais en fait. J'avoue que monter sur scène, c'est assez pénible, c'est dur. Mais après les rencontres avec le public, c'est super, c'est vraiment super. Voilà. Moi, j'ai juste une curiosité. Est-ce qu'après la conférence ébouriffée, vous avez l'habitude de faire des bords plateaux? Et comment, si oui, si c'est une démarche de médiation, si oui. Alors, on le fait de l'appropriation aussi par les enfants ou autres. Je vous avoue que quand j'ai monté le spectacle, je voulais remplacer ce qu'on fait souvent, je ne sais pas si vous en organisez, mais les fameuses rencontres scolaires. Et on nous en demande beaucoup, etc. Et au bout de 20 ans, j'avoue que ça commençait à me fatiguer un peu. Et je me suis dit, moi, je vais faire un spectacle, ça va être plus rigolo, les enfants, ça sera plus marrant pour eux, et puis on pourra avoir plein d'enfants en même temps. Ce sera plus, rentable, on atteindra plus de gens en même temps. Et alors le truc, c'est que ça a marché moyennement là pour ce critère-là, parce que souvent on me demande de faire et la conférence et des rencontres scolaires. Donc j'ai pas gagné au change, mais je peux me permettre de décliner. Et oui, souvent on fait des bords de scène et tout. Alors ça dépend de la quantité de public. S'il y a 300 enfants, le bord de scène, alors là ça tourne par contre. Voilà. On le fait, mais c'est un échange plus qui va les. Il n'y a pas d'échange d'informations proprement parlé, mais par contre, ils vont être super contents parce qu'on va échanger, on aura parlé ensemble en fait. Donc ils auront touché, et puis il y a la scène, c'est toujours fascinant. Donc voir l'acteur qui s'approche, mon partenaire qui est là, qui ne parle pas, alors il continue à ne pas parler. Donc ils sont contents, ça les marque de dire voilà, j'ai parlé à la personne sur scène. C'est plus ça en fait, ça va renforcer leurs souvenirs.
mais toutes les infos sont dans le spectacle. Et alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait, par exemple, je ne sais plus à Brive ce qu'on avait, mais quand on l'a fait, par exemple, à Bassillac, on a fait le spectacle, et il y avait l'expo avec les machines de mon papa dont je parlais tout à l'heure, et le vernissage et l'exposition des originaux de votre catalogue, enfin. Donc on avait tout un ensemble, et le centre qui nous a invités a intervenir beaucoup de classes. Il y avait un médiateur qui était là, ils ont reçu plus de 150 groupes, enfin c'était incroyable. Il y a eu toute une action qui s'est menée comme ça pendant plusieurs mois. Donc il y a tout un ensemble, et en tant qu'artiste, le fait d'avoir une espèce d'œuvre globale, bon, c'est un peu des grands mots, hein, mais à proposer comme ça, alors pour moi c'est hyper intéressant, et c'est vrai que je pense que ça touche beaucoup. C'est bien ça, parce que ça... Moi, je sais qu'en tant que spectatrice ou visiteuse d'expo, etc., j'adore me plonger dans les carnets d'un photographe, d'un artiste, etc. Et c'est ça aussi que j'ai voulu partager, de connaître comment les choses sont faites. Ça marque beaucoup, ça touche beaucoup, on a plus d'attachement après à l'œuvre, etc. Donc, moi, ça me plaît beaucoup de fonctionner comme ça. C'est aussi pour ça qu'on avait fait les artbooks avec Tichina. Bon, enfin, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, mais auquel cas, merci beaucoup Anne, merci beaucoup Rebecca pour cette dernière table ronde de la journée.